Salut à tous, c'est Dylan du Grenier Geek. Alors aujourd'hui, je vous présente un Mac qui est assez ancien. On se retrouve pour une nouvelle présentation de machine. Alors pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez sans doute vu il y a pas longtemps, j'ai acheté pour un prix assez modique à un collectionneur passionné un lot de vieux Mac, dont celui-ci fait partie. Donc il va y avoir plusieurs vidéos de présentation de très vieux Mac. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un Power Macintosh 5400 à 180 MHz en processeur parce que c'était 5400/180. 180 désigné tout simplement la fréquence du processeur à l'époque. Donc ces Macs sont tout simplement arrivés à une époque un peu particulière en effet. Pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire d'Apple, donc Steve Jobs en fait était en fait un peu le patron, c'était même le patron voilà de Apple. Donc quand suite à l'Apple 1, l'Apple 2 et plein d'autres machines, Apple commença à avoir du succès, en gros, parce que je vous fais vraiment très vite fait le truc. En gros, Steve Jobs avait une autre place en fait et s'est fait carrément virer de son entreprise. Voilà, c'est quelque chose quand même, quelque chose d'assez gros comme événement. Donc il s'est fait virer de son entreprise. Bon, il a fondé une autre, un autre truc informatique qui s'appelle Next en fait. Ça, je vulgarise vraiment. Et bon, pendant cette ère-là, voilà les Macs qui pouvaient sortir. Pendant que Steve Jobs était tout simplement pas à la tête de chez Apple. Donc des designs assez un peu particuliers qui font très PC entre guillemets. Et dès que Steve Jobs a refait son retour en 99-2000, il me semble, on a connu les iMac G3. Donc il me semble que je vous en ai présenté, ou alors si je vous en ai pas présenté, je suis vachement à la bourre parce que je commence à en amasser pas mal. Donc des iMac G3 du coup, qui étaient un peu des tout en un comme ça, mais beaucoup plus colorés, avec des designs comme la plupart des machines que je vous ai présentées sur cette chaîne. Donc là, ce Performa, parce que le nom, en fait, il y a plusieurs noms. Il y a Power Macintosh 5400 et Performa 5400. Par abus, moi, je l'appellerais vraiment Performa 5400 parce que entre collectionneurs, on trouve que c'est le nom le plus comment dire, approprié pour ce genre de machine. Un Power Mac étant vraiment une tour seule. Là, on est à faire à un ordinateur tout en un. Donc, le Performa est vraiment le nom le plus adapté. Donc, le Performa est vraiment l'ancêtre vraiment de l'iMac, comme le Macintosh SE, etc. Donc voilà, c'est des modèles assez rares à trouver, qui n'ont pas spécialement une très grande valeur, parce que bon, ils sont pas, il y a eu tellement en fait, Apple partait dans tous les sens quand Steve Jobs était pas à la tête du truc, il faisait du n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il y avait plein de Mac qui étaient similaires les uns aux autres, mais avec des références complètement différentes. Enfin, Apple était un peu perdu à cette époque-là en fait. Donc voilà, ce Performa fait partie de cette époque. Donc ce Performa voilà me tient particulièrement à cœur parce que ça a été mon deuxième Mac en fait à l'âge de 7 ans. Donc c'était pas ce modèle exactement parce que ce modèle-là que vous avez devant est assez quand même particulier, est assez rare parce qu'il était destiné à l'exportation anglaise. En effet, on en trouve pas beaucoup en France. Pourquoi anglaise? Parce que c'était la série 180 MHz en fait. La série 180 était surtout voilà dédiée à l'export anglais. Et en plus, ces Macs-là, donc les 5400-180, avaient tendance à être en coloris noir. Donc autant vous dire qu'en beige comme ça, d'après ce que j'ai vu, ça court pas tellement les rues en fait ces modèles-là. Donc il est en parfait état, franchement, honnêtement, il est très bien conservé pour son âge. Donc on va voir un peu toutes les caractéristiques qu'il y a derrière, toute la connectique. Déjà on peut commencer par le devant parce que je sais que le public de ma chaîne est assez jeune, voilà, une moyenne de 25-30 ans environ. Donc c'est une époque que peut-être vous n'avez pas connue, ou alors vraiment c'est vraiment très juste pour vous. Si vous vous intéressez pas à l'informatique du passé, peut-être que ça va vous sembler un peu trouble. Mais bon, je vais vous vulgariser ça au plus possible. Donc à l'avant, on a un bloc vraiment tout en un, donc un écran de 15 pouces si présent devant, donc c'est plutôt du 14 pouces virgule quelque chose. C'est un format voilà 4 tiers. Donc ensuite on a le petit logo de la pomme qui était multicolore à l'époque, comme vous pouvez le voir ici. Hop, qui était particulièrement, je sais pas, je trouve qu'ils sont mal dessinés ces logos.
On voit que bah c'est tout simplement c'est assez cheap entre guillemets, hein. Il n'y a pas le détail des logos de maintenant. Donc ensuite nous avons deux haut-parleurs donc qui font du stéréo avec possibilité de spatialisation via le système d'origine macOS. Hein. Donc vous allez voir que quand je vais le démarrer, vous allez, enfin pour ceux qui ont connu macOS très très ancien, ça c'est la version, je lui ai réinstallé sa version d'origine. Ça risque de vous faire drôle pour ceux qui ne sont pas habitués. Donc ensuite nous avons un petit port infrarouge, donc ça bon apparemment c'était pour des télécommandes, j'ai demandé au collectionneur hier, il m'a affirmé que oui, le problème c'est que ces télécommandes sont quasiment introuvables, je n'en ai jamais vu ni eu entre les mains ni rien, donc ça reste assez trouble. Un petit lecteur de disquette, un port casque ici, là on avait des boutons pour augmenter, diminuer le son, pareil pour la luminosité qui pilotait directement l'écran, un lecteur des DVD, oui, lecteur graveur, DVD. CD, excusez-moi, et l'inscription PowerPC parce que les processeurs n'étaient bien entendu pas des Intel à l'époque, c'était encore l'époque là où Apple était chez PowerPC. Ils ont migré vers Intel en 2005-2006. Et en haut, on peut voir un petit microphone, parce que bien entendu, hein, Internet n'existait pas, ou alors était vraiment très très peu connu en fin des années 90. Bien entendu, hein, il n'y avait pas de visioconférence, ni rien, ni que dalle. Hein. Donc voilà, donc on va voir maintenant les caractéristiques derrière l'ordinateur, parce que sur le côté, en toute honnêteté, à part un gros écran CRT, il n'y a pas grand-chose à voir, mais c'est surtout derrière qu'il y a des caractéristiques, des connectiques un peu différentes à voir. Voilà, donc on se retrouve à l'arrière du Performa. Donc oui, vous voyez un peu, hein, c'est assez massif. Pour information, il fait 21 kilos, hein, donc c'est quand même pas rien comme poids, c'est même énorme. Donc j'ai oublié vraiment de vous décrire un peu l'histoire vraiment de ces Mac. Hein. Donc le Performa, notamment le 5400-180, est sorti en 96, hein, donc en octobre, hein, fin 96. Donc c'est vraiment la version grand public quoi du Power Macintosh 5400. Donc vraiment parce qu'il y avait, comme je vous dis, plein d'autres séries. Donc il y avait des séries professionnelles et grand public. Donc ça c'est la version vraiment grand public. Le noir bon était estampillé vraiment du logo Director Edition d'ailleurs avec une chaise. Hein, vous pouvez le retrouver sur Google où je vous mettrai une petite image. Donc après donc en processeur c'est un PowerPC 603E. Voilà, donc qui, en version de base, donc grand public sur la majorité des modèles, était cadencé, tenez-vous bien, à 120 MHz, et ce qui fait qu'il y avait quelques modèles d'exception, comme celui-ci, qui étaient cadencés à 180 MHz. Donc, au niveau de la mémoire, après, c'est de la mémoire de type DIMM, donc en 168 broches, hein. Donc une mémoire vraiment qui est plus que désuète hein, maintenant. Avant, donc, j'ai pu me renseigner parce que vraiment, j'apprends au fur et à mesure vraiment l'informatique du passé, j'en connais pas mal, mais il y a vraiment, ça remonte tellement en arrière que j'en apprends aussi. Apparemment, il y a un format de RAM qui s'appelait la SIM, donc SI2M avant, qui visiblement était plus ancien. Donc, sur ce Mac-là, la particularité à l'époque était qu'il pouvait utiliser des barrettes de 64 mégas, ce qui pouvait étendre sa mémoire à 138 mégas parce qu'effectivement, donc il y avait deux barrettes de 64 par exemple et il y avait de la mémoire RAM soudée sur les cartes mères et jusqu'à même tardivement, il me semble que sur les e-book G3, donc là on est sur l'époque là où Steve Jobs avait réintégré Apple, il y avait de la mémoire soudée sur ces petites bêtes. Donc la particularité aussi à l'époque, parce que les ordinateurs comme ça n'étaient pas modulables à l'époque, hein, c'était, vous voyez les connectiques derrière, c'est qu'il avait un slot PCI, hein, donc qui est ici, voilà. Donc bon, encore une fois, c'est vraiment assez propriétaire. Hein, on était chez Mac. Et aussi donc la particularité, voilà, ce qui avait marqué, c'est qu'il supporte le son surround, ça je vous l'ai dit, et donc qui dispose aussi d'un port Ethernet. Alors je ne l'ai pas sur ma version. Est-ce que c'était nativement, il voulait dire par l'extension PCI, je pense, hein, mais dans ces cas-là, il fallait commuter donc entre modem 56K et donc RJ11 hein, avec de l'Ethernet en RJ45. Donc ce modèle-là que vous avez devant vous, donc il a été fabriqué entre le 14 et 20 octobre hein, via mes recherches, hein, donc 96. Voilà, donc lieu de fabrication en Irlande, hein, il a été fabriqué. Bon après numéro de production, voilà c'est 387 hein, j'ai moi sur mon papier. Donc le processeur comme je vous ai dit c'est un PowerPC 603E.
Bon après, bon, disque dur, bon bah celui-là est à alors 1,6 Go, mais je crois qu'il y a une erreur sur mon décodage de numéro de série, parce que celui-là il me semble est supérieur et n'a pas été modifié, donc voilà. Ensuite, bon bah en port, hein, donc je vais vous montrer tout ce qu'il a dessus, donc on va passer directement au port à l'arrière de l'ordinateur, hein. Donc on a l'alimentation qui est directement ici avec un switch on-off. Ensuite, donc on avait là, ça va vous paraître vraiment très obscur, hein. Donc ça, c'était pour connecter tout ce qui était clavier-souris. Alors vous allez me dire, oui, mais là, c'est clavier ou souris, on ne pouvait pas les deux. Eh bien si, parce que je vais vous montrer justement la particularité des... Alors ça va faire un peu de bruit, je suis désolé, hein. Hop. Donc voilà, ça se connectait via... Donc ça, c'est le clavier Apple d'origine, hein. Voilà, et donc ça, c'est le connecteur. Voilà, si le focus veut bien... Non, il veut pas. Je vais essayer de le forcer. Bon, il veut pas malheureusement. Donc ça, c'est le connecteur effectivement en cas de broche. Mais ces connecteurs, voilà, se branchaient directement sur le clavier et on pouvait les débrancher comme ça, si vous voulez. Donc là, vous branchez là-dedans pour relier le clavier. Voilà, donc c'était des connectiques qui étaient un peu chiantes à brancher, je vous le cache pas. Hein, fallait vraiment être pile poil en face. Désolé, je fais ça hors caméra, mais j'ai pas envie de tordre une broche. Et donc ensuite, de l'autre côté, hop, désolé, ça tape dans le pied de la caméra, c'est un peu le bazar. Surtout, vu le poids de la machine, il a fallu que je prenne énormément de recul. Donc souris, donc à boule, donc c'est pas la souris Apple, parce que j'ai des souris Apple, mais je sais pas, elle déconne un peu. Donc j'avais cette marque qui était réputée sur les souris Mac à l'époque, hein, j'en ai eu, c'était à peu près la même que j'avais quand j'étais drôle, quoi. Et la souris se branchait, voilà, directement sur l'autre côté du clavier, en fait. Donc, c'était un peu comme les claviers USB d'Apple à l'heure d'actuelle, hein, avec vraiment un genre de hub dessus. Mais voilà comment ça fonctionnait du coup. Donc ensuite, hop, donc je pose tout ça. On avait donc un port pour l'imprimante, hein, voilà, qui se branchait ici. Donc c'était pas de l'USB comme on connaît actuellement et encore moins du Wi-Fi comme on connaît actuellement. Donc ensuite, on voit qu'il y avait la place pour un port de com, hein, ce qu'on appelle. Ça, donc, il me semble que c'est du parallèle, parce que j'ai tendance à... C'est du parallèle, oui, donc c'est, voilà, pour tous les périphériques annexes, voilà, comme on pourrait appeler. Parce qu'aussi Apple avait énormément de ports propriétaires ressemblant à du parallèle et du série, mais qui n'en étaient pas vraiment. C'est pour ça qu'il y a de quoi s'y perdre des fois. Ensuite, bon, là un port microphone et là un port sortie audio et la fameuse sortie, voilà, donc 56K quoi qui est ici. On peut voir que voilà, hein, c'était pas mal modulable, qui a rajouté pas mal d'options parce que tout ça, donc c'est des caches plastiques et il devait y avoir d'autres options qui étaient là-dedans. Pour enlever la carte mère sur ce modèle, hein, donc ça je m'en souviens quand j'étais petit, quand j'avais fait le mien. Je me rappelle, je l'avais désossé avant de le jeter. Malheureusement, c'est une connerie que j'aurais pas dû faire, mais bon, enfin, remarque, dans l'état où je l'avais rendu, c'était pas plus mal, parce que RDC en collection, c'était pas top. Il était défoncé de partout, quoi. Donc, il faut enlever les vis, et ça vient se coulisser ensuite vers vous, et vous avez accès à toute la carte mère, et vraiment, tout le système intérieur, voilà. Et pour la partie THT, donc la partie écran, vu que on est sur un écran cathodique, ben là, par contre, il fallait démonter vraiment tout le capot, comme sur un écran cathodique. Donc voilà, donc maintenant que vous savez à peu près tout sur ce magnifique performat, bon on va essayer, enfin c'est même pas on va essayer, on va le démarrer, parce qu'inutile de vous dire que même si c'était pas à l'époque de Steve Jobs, ces machines étaient relativement fiables quand même, à part la THT, donc la très haute tension au niveau de l'écran cathodique qui pouvait péter. Bah, au niveau des cartes électroniques, des cartes mères, etc., c'était rare que ça pète quand même, c'est solide, et preuve en est que 96, donc plus de 20 ans après, hein, voilà, plus de 20 ans après, vous allez voir qu'il s'allume comme à son premier jour. Avant toute chose, avant le démarrage, je tiens à préciser que il était, donc j'ai été les chercher hier, voilà, j'ai été les chercher hier, il était installé sous macOS 9.1, j'ai voulu lui remettre dans son système d'origine qui est macOS 7.5. Voilà, 7.5.3. Donc c'était dans ces eaux-là, je sais que, bah non, même pas, c'est le disque de restauration que j'ai trouvé sur Macintosh Garden. Donc directement, c'est vraiment le système d'origine livré avec. Allez, c'est parti pour booter tout ça. Alors il risque d'avoir des petits stries sur l'écran, dus notamment à l'écran cathodique. Chose que c'est pareil, certains n'ont pas peut-être connu de filmer un écran cathodique.
C'est pas un problème avec mon iPhone, c'est pas un problème de l'écran ni rien, c'est juste que la fréquence de rafraîchissement, hein, c'est-à-dire l'écran était balayé comme ça, des fois se voyait avec des traits noirs sur l'écran. Donc j'ignore si ça va le faire, mais c'est possible que ça le fasse. J'essaie que ça soit le plus clean possible. Je vous dis à de suite. Alors voilà, tout est branché, donc le Mac est sous tension, hein, le performant est sous tension, donc c'est pour vous dire à quel point voilà, quand je l'ai mis sous tension, c'est pour dire à quel point le courant d'appel est important. Ça fait un genre de petite micro-coupure, en fait, dans mon atelier informatique au niveau de l'éclairage. Donc ça, c'est pareil, hein, vous allez vous dire, mais comment il allume? Parce qu'il nous a pas montré de bouton allumé, etc. Sur ce Mac, ben, je vais vous montrer comment on allumait un Mac à l'époque, hein. Donc c'est simple, vous avez une touche sur le clavier. Voilà, c'était celle-ci. Et voilà. Il fallait appuyer ici pour démarrer ce petit Mac. Alors voilà, donc là les traits noirs que vous voyez, ça c'est pas un défaut de l'écran, ni de l'iPhone avec lequel je filme. C'est tout simplement la fréquence de rafraîchissement de l'écran qui fait ça. Donc c'est macOS 7 version anglaise, hein, je l'ai trouvé qu'en version anglaise par contre. Alors ça c'est tout à fait normal, c'est la pile de Peram en fait qui est morte à l'intérieur. Voilà, donc c'est une chose qui est tout à fait normale, parce que vu l'âge de l'ordinateur, une pile ne peut pas durer autant d'années. Donc voilà, donc comment se présenter donc le macOS. Donc je vais essayer de voir si je peux avoir une résolution qui ferait moins clignoter l'écran. Donc là non. Là c'est pareil, pas tip top. À la limite, celle-là, je pense, serait la moins contraignante pour vous. Ouais, je pense que celle-ci serait la moins contraignante. Vous allez avoir de temps en temps des bandes noires. Donc, voilà comment se présentait un bureau macOS 7 à l'époque. Donc, tout d'abord, donc il y avait donc le volume Macintosh HD, ça change pas trop. Ensuite, avec tous les dossiers système, etc., qu'il y avait à l'intérieur, hein. Donc il n'y avait pas les menus applications, etc. Fallait un peu fouiller partout. C'était un peu le bazar comment c'était organisé. Donc là vous voyez que le disque dur a 1,9 Go de disponible. Il faut savoir aussi que sur les menus, dès que vous relâchez, en fait la fenêtre partait. Il n'y avait pas un maintien de clic. Donc voilà. Donc ensuite la corbeille était en bas. Et ceci n'est pas un dock en fait. C'est un lanceur en fait. Il n'y avait pas de dock. Donc pour ouvrir les applications, soit il y avait plusieurs solutions. Donc soit vous avez un truc application, voilà, qui était fourré un peu par là, voilà, ou quelques applications qui étaient fournies ici. Soit fallait les chercher tout simplement. Donc là vous voyez j'ai le lecteur CD audio, etc. Soit fallait les chercher dans le Mac. Donc tout. Alors faut que ça me revienne, hein, parce que vous savez c'est... Je parle de ça, j'avais 7 ans quand je maniais ça comme extension, contrôle, voilà, launcher, item, voilà, donc ça se mettait là-dedans, voilà, et là vous avez quelques applications qui se lançaient, voilà, comme là par exemple un éditeur de texte par exemple, voilà. Donc il y avait plusieurs options pour lancer une application, soit on pouvait également créer, mais il fallait vraiment le créer, parce qu'attention, j'ai flingué pas mal de trucs sur mes Mac d'époque comme ça. Créer un alias sur le bureau en fait, c'est-à-dire que vous vous créez un raccourci, mais il ne fallait pas glisser l'application sur le bureau, parce que si un jour vous avez envie de faire du ménage en fait et que vous supprimez, vous supprimez l'application. Donc le problème vous n'avez plus l'application et malheureusement, comme vous supprimez l'application, que vous avez des alias dans tous les coins qui étaient créés des fois pour mieux vous organiser, mais quand vous cliquez dessus, vous savez plus lequel était le bon, lequel était le mauvais. Et ça, pour réparer ça, sur macOS 7, même macOS 9, c'était un bazar pas possible en fait. Donc ensuite, il y avait un lecteur CD qui était fourni nativement, malheureusement avec les nouvelles restrictions à la con de YouTube. Je peux pas tout simplement mettre un CD pour vous faire écouter de la musique, sachant que pas de port USB, donc je peux pas mettre une séquence
ou un truc comme ça. Le MP3 était supporté moyen quoi. Donc après, ce que je vais vous montrer, c'est le fonctionnement de base. Déjà, on va aller dans à propos de ce Mac. Donc voilà, on est sur un système, je vais vous montrer. Donc système 7.5.3. Voilà, donc on voit que au niveau de la mémoire RAM, donc on a 139,264 kilooctets et qui a en gros que 6 mégas qui sont utilisés. Voilà, par le système. Autant vous dire que ça date d'il n'y a pas grand chose. Donc on peut voir que le système donc date de 95, Apple Computer, voilà, on le voit ici 1983-1995. Ensuite, bon, c'est vrai qu'au niveau des tailles, c'était assez compliqué d'en savoir plus au niveau des Mac. Donc après, c'est vrai que j'aurais aimé. Alors j'ai essayé. Le problème qu'il y a, c'est que j'ai retrouvé dans mes serveurs des vieilles applications telles qu'Adobe Illustrator, Photoshop, etc. Mais je pense que les Mac modernes ne gravent pas dans le bon format. J'ai essayé de graver dans le bon format, etc. Donc j'aurais voulu vous montrer les applications d'époque disponibles sur ce Mac. Mais malheureusement, j'ai pas réussi. Le CD à chaque fois que je le mets est illisible. Ça vient pas du lecteur CD parce que le Mac a réussi à réinstaller son système sans aucun souci. Ça a été rapide. D'ailleurs, j'hésitais à vous le filmer, mais je me suis dit en cas de foirage, quand même, ça serait dommage d'épiloguer là-dessus. Allez, en 20 minutes, le système était installé. Autant vous dire que pour l'époque, quand même, proportionnellement à maintenant, un système mettait moins de temps à s'installer que maintenant. Alors, certes, il était moins lourd, mais à l'époque, il était aussi lourd qu'un Windows 10 maintenant, par exemple. Donc ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ouais, bon après des petites options, donc contrôle panel, donc ce qu'on avait dans les options. Donc tout ce qui était communication était géré par Apple Talk. Ensuite, tout ce qui était couleur, donc on avait énormément de personnalisation qui était possible, voilà, qui n'était pas visible mais possible. Voilà, il y avait beaucoup. Le système était encore bancal un peu, donc. Il était compatible avec les normes, alors il me l'a mis, Energy Star déjà, à l'époque, il y avait des premières normes qui étaient sorties. Preuve en est qu'au premier démarrage, le grand logo Energy Star, etc., est arrivé tout simplement en me disant de choisir mes options, etc. Donc j'aimerais vous le remontrer, mais non, il veut pas me le remontrer, peut-être que c'est montré qu'une fois... par-ci par-là. Donc ensuite ça c'était voilà, pour choisir le fond d'écran en fait, donc vous voyez les fonds d'écran qui sont intégrés. Je me rappelle quand j'étais petit, j'avais celui-là, voilà. Ça, autant vous dire qu'on prend un coup de vieux quand même dans la figure quand on retombe sur les fonds d'écran utilisés. Donc vous voyez, c'est du fond d'écran vraiment basique quoi. Il y a celui-là que j'aimais bien aussi, en forme de circuit électronique, qui était assez original quoi pour l'époque, je dis bien pour l'époque, maintenant c'est complètement vaseux. Mais ouais voilà, enfin il y avait plein de fonds d'écran et tout ça, et ça, pour l'époque c'était de la personnalisation, il n'y avait pas de thème, etc. Vraiment, maintenant mettre un fond d'écran ça paraît banal vraiment. Mais à l'époque c'était quand même, c'était quand même quelque chose quoi. On mettait un fond d'écran personnalisé vraiment son ordinateur quoi. Donc ensuite donc il y a tout ce qui est bon, gestion de la mémoire, etc. Donc mémoire virtuelle qu'on pouvait bien affûter, donc le cache aussi, le cache d'affichage. Enfin, il y avait vraiment tout un tas d'options, et là c'est pareil. C'était pas à mettre entre n'importe quelle main parce que certes les options étaient facilement accessibles, mais le plantage aussi était facilement accessible. Donc ensuite au niveau des sons, quoique je vais vous montrer peut-être, ouais voilà, de toute façon c'est dans le même truc. Donc réglage moniteur et son étaient dans le même truc. Me demandez pas pourquoi, tiens d'ailleurs, là il est pas passé en milliers de couleurs. Ah mais d'ailleurs si je le passe en milliers de couleurs, ça me fait plus... Ouais, ça me fait plus le truc, j'ai l'impression. Ouais, ça me fait un tout petit truc, mais pas grand chose. Voilà, donc on pouvait vraiment mettre même son écran en noir et blanc, pour vous dire, en 4 couleurs. Autant vous dire que voilà, c'était... Enfin, 4 niveaux de gris, je pense. Quoique j'en sais rien. Donc 16 couleurs, hop, 256 et... milliers de couleurs, voilà. Il n'y avait pas plus. On pouvait régler la luminosité ici, comme je vous l'ai dit,
en bas, donc au niveau du gamma, de la résolution. Donc la résolution maximum qui propose c'est 832 par 624 en 75 Hz. Par contre, vous rebasculez en 256 couleurs quand vous basculez comme ça en fait. Parce que tout simplement, tout ce qui était partie graphique, etc., n'était pas capable de le faire. Quand vous basculez en 72 Hz, c'est pareil, donc en 800 par 600, vous êtes bloqué en 256 couleurs maximum. Et c'est seulement quand vous balancez en 800 par 600 en 60 Hz que là, vous pouvez avoir donc les... comment dire que vous pouvez avoir les milliers de couleurs. Par contre, je vois que ça me refait le truc. Ah, c'est bon. Bon, peut-être que l'iPhone a une fonction qui a fini par fonctionner pour éviter ce genre de truc. Donc après, au niveau des sons, alors on avait des sons, voilà, donc vous voyez le temps de chargement quand même, hein, ça chargeait quand même à tour, hein, c'était pas instantané. Oh, donc ça, c'était tout ce qui est... voilà, et ça, c'était les alertes. Ah oui, c'est vrai que ça marche pas. Voilà, autant vous dire qu'il y avait des alertes un peu épiques, quoi. Notamment le canard et tout ça. Voilà, imaginez travailler dans un bureau, vous avez une alerte. Bon, c'était un peu le truc un peu n'importe quoi d'Apple, quoi, à l'époque, hein, qui était encore, on va dire, assez imaginaire, en fait, sur ce truc-là. Donc après, bon, ben, je pense vous avoir, voilà, à peu près tout montré. Bon, il y avait un gestionnaire, voilà, de recherche de fichiers. On peut entendre quand même la ventilation du Mac est assez bruyante. Elle est loin d'être silencieuse. Ça souffle pas mal. Je sais pas si vous allez l'entendre. Je pense là que via ce silence, vous l'avez entendu. Ensuite, bon, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que dans le dock maintenant sous OS X, bon, bah, vous avez les petits points qui gèrent un peu le genre de multitâche. Le multitâche était en fait ici, à l'époque, donc dans le coin, je vais vous montrer. Hop. Voilà, c'est-à-dire que vous voulez basculer, par exemple, je vais ouvrir quelques applications, hein. Donc la calculatrice, voilà, un puzzle qui était directement intégré avec, et le notepad, voilà. Donc si vous voulez fusionner, voilà, entre les applications, donc vous voyez, c'était en gros un petit gestionnaire de multitâches, quoi. Hop, donc le Finder, voilà, le puzzle, enfin c'était assez drôle, quoi. Hop. Donc toujours les raccourcis pomme Q pour quitter, hein. Voilà, donc bon, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous présenter. Franchement, c'est une machine qui fonctionne, comme vous pouvez le voir, comme au premier jour, vraiment, pour un Mac de cette époque-là, quand même, hein. Je rappelle que celui-ci est sorti en 96, donc il a plus de 20 ans. Et bon, c'est vrai qu'il est limité au niveau de tout ce qui est fonctionnalité, etc. C'est sûr qu'on ne pourra pas s'en servir comme un Mac actuel. Mais il faut reconnaître quand même que c'est des machines qui ont la peau dure. Et c'est vrai qu'à part la THT, hein, donc c'est vrai que moi je me rappelle, ça me revient maintenant, sur mon Performa, elle déconnait les derniers temps. J'avais l'écran qui commençait à devenir un peu rose, en fait, au lieu de blanc. Donc c'est vrai que il y avait des soucis occasionnellement, mais bon, ça c'est la vieillesse du tube après qui pouvait survenir. Mais après, c'est vrai que sur ce modèle-là, je trouve que bah, les couleurs étaient bien plus fidèles que celui que j'avais de mes souvenirs, hein. L'écran affiche vraiment des blancs, blancs, quoi, malgré un réglage comme j'avais fait sur l'autre à l'époque, et me paraît plus stable. Donc, il a mieux vieilli. De toute façon, quand on voit les plastiques, je vous rappelle, le modèle que j'avais était beaucoup plus jaune, hein. Il était plutôt jaune, vous voyez la différence, comme le clavier, quoi. Là, le modèle a vraiment été très très bien conservé. Donc voilà, donc hop, je vais essayer de vous filmer ça de loin. Désolé pour les sauts et les bruits de la caméra. Donc ben, on va éteindre cette bête-là. Et voilà, c'est tout pour le Performa, donc 5400. Autre petite particularité, là vous allez découvrir que il y a de quoi paumer même un Mac user le plus aguerri. Bon, ça m'a pas piégé, mais n'importe qui utilise, là, de mon âge, à part un passionné comme moi, mais un utilisateur grand public, qui utilise un Mac, donc actuel, sera paumé avec l'option éteindre sur les Mac. Tout simplement. Pourquoi? Sur les nouveaux macOS, hein, ou macOS X, voilà. Donc, pour éteindre, il faut passer par le menu pomme et éteindre. Or là, vous avez un menu, en gros, d'application un peu bazar. Donc, pour éteindre ce Mac, en fait, il fallait faire spécial, voilà, éteindre.
Et voilà, il faut trouver l'option en fait. Mais quand on avait trouvé l'option, ben ça s'éteignait aussi sec. Donc ce modèle-là, le système gère l'extinction de toute la machine. Il faut savoir que sur certaines machines plus anciennes que j'ai, donc je vous spoil pas, hein, mais en même temps vous avez dû les voir sur Twitter pour ceux qui s'y intéressent. Il faut savoir que le Mac en fait, comme Windows 95 en fait, hein, donc le système rangeait le disque dur, etc. Et sur l'écran il y avait marqué vous pouvez maintenant éteindre votre Mac, c'est-à-dire fallait appuyer sur le bouton derrière physique. L'extinction n'était pas gérée par le système. Là elle l'est, c'est ça qui est quand même chouette. Voilà, donc je vous dis salut à tous, à la prochaine. Encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour voilà, suivre des fois les actualités qu'il y a. N'hésitez pas surtout à vous abonner, n'hésitez pas à commenter si la vidéo vous a plu et à lâcher un petit pouce bleu. Voilà, moi j'espère que franchement ça vous a plu. Là on entre vraiment dans une collection assez qui commence à être assez immense, hein. Il y en a même pas ouais, la moitié qui est postée vraiment sur YouTube. Donc ça prend vraiment le temps de poster toute la collection, c'est assez contraignant. Mais bon, ça viendra au fur et à mesure, rassurez-vous. Je vous dis salut à tous et à la prochaine.